Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau Facebook Live sur IMAS Presse Réunion. Notre émission, vous en avez l'habitude, que nous faisons maintenant toutes les semaines, habituellement le jeudi, parfois le vendredi comme aujourd'hui. Nous en sommes aujourd'hui à notre 11e invité. Cette émission, donc, vous l'aviez vu, est plutôt récente, mais nous continuons d'accueillir donc des invités toutes les semaines. Et notre invité du jour, c'est vous, Jacques Cormier, chef prévisionniste à Météo France. Bonjour Jacques Cormier. Bonjour. Donc nous recevons Jacques Cormier pour parler évidemment de la météo de la Réunion, pour parler du train de houle que nous avons vécu il y a quelque temps, pour parler de notre météo d'hiver austral. Et puis nous allons en profiter pour aborder un petit peu toutes les questions autour de la météo de la Réunion, les questions que vous vous posez sur la pluie, sur la constitution des cyclones, sur voilà, l'Est qui est plus pluvieux que l'Ouest, toutes ces questions que nous allons aborder de façon plutôt pédagogique avec Jacques Cormier. On va revenir, voilà, je vous disais également sur la saison cyclonique qui s'est achevée, qui s'est déroulée pendant l'été. Nous avons connu finalement peu de cyclones, éventuellement Belda qui est passé près des côtes mahoraises, mais contrairement à d'autres années, une saison cyclonique plutôt calme. On va comparer ça avec les autres saisons cycloniques. On va parler de tout ça, Jacques Cormier. Et puis, comme d'habitude, maintenant, vous le savez, on pose des questions de la rédaction dans une première partie d'émission, des questions que nous, en tant que journalistes, nous avons envie de poser à notre invité. Et vous, internautes, vous pouvez intervenir dans la seconde partie de l'émission grâce à Antoine, que nous retrouvons ici. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, bienvenue. Antoine, du coup, qui va prendre vos questions que vous pouvez poser directement dans le fil de commentaires de ce live Facebook. Des questions éventuellement que vous avez envie de poser depuis le début, ou alors des questions qui vous viennent en tête au cours de cette émission, si vous voulez rebondir après ce que nous dit donc notre invité Jacques Cormier. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions dans ce fil de commentaires. Toutes les questions sont les bienvenues. Nous, évidemment, nous les trions, nous les filtrons, nous essayons de les répertorier par ordre thématique et nous les relayons à Jacques Cormier. Alors on va commencer sans plus attendre, Jacques Cormier, sur l'actualité de la météo en ce moment à La Réunion, à la fois la houle, mais aussi, on reviendra sur la houle plus tard, puisque nous n'en avons pas en ce moment, peut-être commencer sur le front froid qui a été annoncé par Météo France, qui se déroule en ce moment même, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui nous attend en termes de météo et en termes de température ? Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Avec plaisir. Et c'est un grand plaisir que je participe à cette invitation, à cette réunion. Effectivement, un front froid traverse la Réunion actuellement en donnant des petites pluies sur la région sud-est. Ça va de Piton-Saint-Leu jusqu'à Sainte-Rose en passant par le Baril. Donc des pluies qui vont s'estomper en fin d'après-midi. Alors un front froid, c'est accompagné donc, de pluie, mais également de vent. Le vent va se renforcer cet après-midi sur les plages de l'ouest, sur les flancs est du volcan. Des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues. Donc, un front froid, c'est de la pluie, du vent, de la houle. Une houle arrivera cet après-midi sur les côtes ouest et sud de la Réunion, de la pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par la pointe au sel. Donc, cette houle on va avoir entre 2,50 m et 3 m en hauteur moyenne, va commencer à baisser dimanche. Un front froid, c'est également accompagné d'une baisse des températures. Cette baisse de température est attendue pour demain matin. La nuit prochaine va être plutôt froide, inférieure aux moyennes. Et l'effet notable, ce sera au niveau des températures maximales. Ce sont les températures qu'on a en journée. Elles seront beaucoup plus basses que la moyenne de l'ordre de 2 degrés. Donc voilà ce front froid qui passe. Et on va avoir du vent jusqu'à à peu près lundi. En termes de chute de température, c'est plus que d'habitude, moins que d'habitude? Est-ce que c'est particulier ou est-ce que c'est tout à fait classique? C'est tout à fait classique, parce qu'un front froid, c'est une bande de nuages qui fait parfois plusieurs milliers de kilomètres et qui va séparer de l'air chaud venant de l'équateur, de l'air froid venant des pôles. Donc lorsque le front froid, à l'avant du front froid, nous sommes dans de l'air chaud, lorsque la bande de nuages traverse la Réunion, on va nous retrouver dans de l'air froid. Donc il y a une baisse de température. Cette baisse de température, actuellement de l'ordre attendu de 2 à 3 degrés, on va retrouver des températures proches des normales en début de semaine prochaine, puis à nouveau une baisse des températures vendredi ou samedi avec le passage d'un autre front froid, et ça c'est encore
une longue histoire. C'est pour l'avenir. Mais pour le moment, amélioration du temps sur la Réunion dès demain. Alors, comment on peut expliquer quand on a un front froid comme ça, qu'on ait une aussi grosse différence de température entre le littoral et les hauts de la Réunion? Alors, la température va diminuer lorsqu'on monte en altitude. Et cette baisse, on va dire de l'ordre de 1 degré tous les 100 mètres. Tout simplement parce que en journée, le soleil va réchauffer le sol, qui ensuite va réchauffer l'air en contact, et cet air chaud va monter. Donc, et ensuite, il y a un emmagasinement de cette chaleur en journée. Et la nuit, comme il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de chauffage, il y a uniquement de la lune, donc l'air froid, l'air chaud va partir en altitude et va faire de plus en plus froid. Donc en montant en altitude, la température diminue de l'ordre de 1 degré tous les 100 mètres. Est-ce que vous avez souvenir, vous, monsieur Écormier, d'hiver austral particulièrement froid à La Réunion? Bon, ben, les références pour nous, c'est plutôt l'hiver 2003. Pourquoi 2003? C'est parce qu'en 2003, il y a eu des chutes de neige, les chutes de neige les plus importantes sur les hauts de la Réunion. Il y a eu des chutes de neige, enfin de la neige qui est restée au sol pendant 3 jours sur la région du volcan, sur Kervéguen, sur le Piton des Neiges, sur le Grand Bénard. Donc pour moi, c'était l'hiver le plus important et c'était aussi l'année où j'ai pris mes fonctions comme responsable du service de prévision. Donc c'est une marque assez forte pour indiquer que l'hiver pour moi remarquable, c'est 2003. Et vous n'en avez pas connu, oui, de semblable depuis, du coup? Si, il y a eu des hivers. Lorsque, pour la Réunion, c'est magique d'avoir sous les tropiques des chutes de neige. Pendant fort longtemps, à Météo France, qui était plus Météo France, c'était la direction nationale. Donc on disait que ce n'était pas possible d'avoir sous les tropiques des chutes de neige. C'était impossible à comprendre. Ensuite, il y a eu des observations, il y a eu des données de nos prévisions numériques du temps qui ont indiqué qu'il y a vraiment des chutes de neige à La Réunion sous les régions tropicales. Le Piton des Neiges, d'ailleurs, qui porte son nom puisque sa cime parfois a été en tout cas recouvert de neige, voilà, a connu ces chutes de neige. Aujourd'hui, on n'en connaît plus. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en connaîtra plus jamais? Bon, il ne faut jamais dire jamais. Des chutes de neige, il y en aura. Mais elles sont très rares. Elles sont beaucoup plus rares que les chutes de grêle, par exemple, à La Réunion. Parce que pour qu'il neige, il y a 3 conditions. Bien sûr, il faut qu'il fasse froid au sol pour que la neige puisse rester. Ensuite, il faut qu'il y ait des nuages. Et ensuite, il faut que les sommets de ces nuages se trouvent au-delà des 3000 mètres, qui est l'altitude du Piton des Neiges. Et ensuite, il faut que la zone de 0 degré, où se forme la neige, soit inférieure à 3000 mètres. Aujourd'hui, cette altitude se trouve à 3500 mètres. Donc, il ne peut pas neiger sur la Réunion. Pour la semaine prochaine, on verra. Il faudra attendre d'avoir des prévisions beaucoup plus fines. Donc je pense mardi ou mercredi, où on indiquera s'il y a un risque faible ou aucun risque de chute de neige sur la Réunion en fin de semaine prochaine. Alors, monsieur Cormier, des internautes nous disent qu'on ne vous entend pas très bien. Peut-être relever votre micro, mais je pense que apparemment certaines personnes vous entendent quand même. Mais n'hésitez pas à parler plus fort pour nos internautes du coup qui veulent vous écouter. On a beaucoup parlé du front froid puisqu'effectivement c'est l'actualité du moment, mais c'est directement lié à la houle. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur la houle que nous avons connue il y a quelque temps à La Réunion? Cette houle, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? On parlait de déferlantes qui pointaient jusqu'à 10 mètres en termes de hauteur de vague. On a eu plusieurs pics de houle qui se sont succédés. Vous avez vécu ça comment, monsieur Écormier? Est-ce que c'est un train de houle qui était remarquable sur certains points ou est-ce qu'il était plutôt classique pour la saison? En moyenne, on a à peu près une quinzaine de houles pendant l'hiver, donc à La Réunion. Et puis des fortes houles, c'est-à-dire des hauteurs supérieures à 4 mètres, il y en a à peu près 4 ou 5 par an. Donc à La Réunion, ces houles australes viennent du sud-ouest. Elles sont formées par des tempêtes qui circulent loin au sud de l'Afrique du Sud. Donc le vent va souffler sur la mer, va lever des petites vagues, et il faut que cette houle, cette action du vent sur la mer dure très longtemps, et sur sur une zone de 1000 km par 1000 km.
Ensuite, le vent va cesser, la tempête va partir vers l'est, et mais la houle va continuer, va partir, va quitter, va partir vers le nord-est de la zone et va toucher la Réunion. Alors, une houle, elle est caractérisée par sa hauteur, c'est-à-dire la distance qui sépare deux crêtes, deux creux. Entre entre un creux et une crête. Donc ça, c'est la hauteur. Ensuite, elle est caractérisée par sa direction. Elle vient généralement de la direction d'où vient la houle. Et la houle impacte fortement les côtes de la Réunion lorsqu'elle vient du sud-ouest. Cette houle va arriver perpendiculairement aux côtes. Donc là, l'impact est beaucoup plus important. Ensuite, la houle est caractérisée par la période. Donc c'est le temps qui sépare le passage de deux crêtes ou de deux creux. Ça se donne en secondes. Une houle normale est une période de l'ordre de 10 à 12 secondes. Plus que la période est élevée, plus que l'énergie véhiculée par la houle est importante, c'est-à-dire plus les dégâts vont être importants. Donc, lors de l'épisode de vigilance forte houle que nous avons connu il y a quelques jours, cette période était relativement élevée, de l'ordre de 18 secondes, et elle arrivait perpendiculairement à la côte. Ensuite, quand on regarde une houle, toutes les vagues ne sont pas de la même hauteur. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. C'est parce que la houle, lorsqu'elle arrive, elle est formée dans le plein océan, elle arrive sur la Réunion, sa vitesse va diminuer, parce qu'il y aura du frottement avec notre plateau continental, et les vagues vont s'élever. Et à ce moment-là, elles vont déferler sur la côte. Et en moyenne, on estime que c'est de l'ordre de 2 fois la hauteur moyenne. Donc une hauteur moyenne de 4 mètres va nous donner des vagues maximales de 8 mètres. Alors, pour nos internautes qui ont l'air d'avoir des problèmes de son, j'ai changé quelque chose, donc dites-moi si on entend mieux. Hein. J'ai fait un petit réglage différent, donc n'hésitez pas à nous dire. Oui, monsieur Cormier, du coup, par rapport à cette houle, on peut peut-être le rappeler ici, quels sont les risques On dit souvent qu'il y a une vigilance forte houle. Attention, du coup, à ne pas rester trop près de la côte. Du coup, quels sont les risques, en fait, pour les gens qui veulent regarder la houle? Voilà. Tout simplement parce que une houle, toutes les vagues ne sont pas aussi hautes. Par exemple, une hauteur moyenne de 4 mètres, donc donnant des vagues maximales de 8 mètres, ne sont pas toutes les vagues. C'est une vague sur à peu près, on va dire, 10 000 qui va atteindre les 8 mètres. Donc le risque, c'est de se faire emporter par les vagues. Le risque, si on fait des activités nautiques, on fait du paddle, par exemple, dans le lagon se remplit plus ou moins. Et à ce moment, il va se vider vers les passes. Donc il y a des forts courants qui se mettent en place. Et si on fait du paddle et on est attiré par le courant vers les passes, on risque d'avoir des gros soucis. Je rappelle, en 2018, il y a eu une personne qui faisait du paddle dans le lagon de l'Ermitage et qui est décédée, qui a été emportée par le courant. Donc, également des problèmes de submersion de plage. Alors là, je citerai le cas de la zone de l'étang du Gol, où on a des maisons qui se trouvent à proximité des côtes et qui sont, lors des épisodes de forte houle, leurs cours sont submergés par quelques vagues. Donc, submersion, également, on va dire, dépôt de sable sur les routes, par exemple à Terre Sainte, à Saint-Pierre. Donc, ce sont des phénomènes, là, on va dire, de houle plutôt normale. Mais on a des épisodes beaucoup plus importants. La référence pour nous, c'est la houle du mois de mai 2003, où on a eu des vagues moyennes de 6,30 mètres qui ont été mesurées, et des vagues maximales dépassant les 11 mètres. Il y a eu 2 morts. Donc ces houles australes, il faut faire très attention. On n'en parle peut-être pas suffisamment. On estime qu'on est à l'abri. Alors, généralement, quand on a des houles, comme actuellement, on a une houle de l'ordre de 2 mètres qui est arrivée, si on peut avoir des problèmes, c'est lorsque la personne va partir vers la houle. Mais on a des épisodes de très forte houle. Là, c'est plutôt la mer qui va vers nous, qui va vers les habitations. Donc là, le danger est encore beaucoup plus important. Et à La Réunion, il y a des zones qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Donc j'ai cité Bel-Air à Saint-Louis, il y a Terre Sainte, il y a d'autres zones de La Réunion. Donc sur ces régions-là, il faut éviter, par exemple, de construire à proximité des côtes.
Parce que la houle, elle a besoin, voilà, on va dire, de perdre de la puissance en allant à l'intérieur des terres. Ici, on empêche, en mettant des murs, donc cette houle va enlever le sable progressivement et va dénuder la zone. Donc il y a des points comme ça, très sensibles également sur vers la zone de Saint-Gilles, vers le port de Saint-Gilles. Il y a vraiment des risques qui peuvent être importants, hein. Faut le reconnaître ici. Attention à l'océan qui peut être capricieux. On parlait des vagues, on parle de cycle de vagues. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça un petit peu aussi? On parle de cycle de 7 vagues. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie? Alors, dans la vraie vie, je ne sais pas s'il y en a 7, s'il y en a 9, mais il y a des trains de houle. Ça n'arrive pas d'une manière très régulière. Par moments, c'est le calme, et à un autre moment, on a des trains qui arrivent. Donc, pour les gens qui veulent rentrer dans le port de Saint-Gilles, il faut bien surveiller ces trains de houle. Et pour passer au moment où il y a une baisse au niveau de la fréquence de ces vagues. D'accord. Du coup, c'est des vagues qui, quand elles s'enchaînent, font la même hauteur ou on peut avoir des variations? Oh, vous avez des variations. Il y a des fortes variations. Quand on parle de moyenne, c'est-à-dire qu'on a des vagues beaucoup plus basses et des vagues beaucoup plus hautes. Donc, à La Réunion, il y a des zones qui sont beaucoup plus fragiles, là, où on a moins de vagues généralement. Ce sont dans les baies. Dans la baie de Saint-Paul, vous aurez moins de vagues que si vous êtes sur la pointe des Galets ou de Cap-Laoussé. Donc il y a ces phénomènes-là. Autre chose qu'on ajoute à ces vagues, il y a des courants côtiers qui se mettent en place. Pour ceux qui connaissent la baie de Saint-Paul, quand on a des houles de secteur sud-ouest, on a un courant qui va de la pointe des Galets, qui longe la côte, de la pointe des Galets au Cap-Laoussé. Donc quand on est... Alors c'est facile de dire, parce que moi je suis assis dans un fauteuil, et quand on est pris dans un courant, il faut se laisser emporter vers le large. Il ne faut pas essayer de combattre ce courant. Sinon, on perd de la puissance, on se fatigue rapidement, et puis on peut décider de cette façon. On a parlé de la houle, on a parlé du front froid, on a parlé de vagues, donc là on est beaucoup en mer. On va retourner un petit peu vers tout ce qui est ciel et parler un petit peu de pluie, si vous êtes d'accord. On sait qu'à La Réunion, l'Est est beaucoup plus pluvieux que l'Ouest. Peut-être rappeler à nos internautes pourquoi, comment ça se passe, comment on explique qu'à La Réunion, on a souvent une météo qui est coupée en deux. Alors, ça se passerait très facilement si La Réunion était plate. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il pleuverait de la même façon quasiment dans l'Est que dans l'Ouest. Mais dans la réalité, on constate qu'il y a une différence entre l'Est, où il tombe en moyenne, on va dire 10 mètres de hauteur d'eau de pluie, et dans l'Ouest, où il tombe moins d'1 mètre. La Réunion n'est pas plate, il y a un relief important qui va générer un phénomène, on parle au niveau de la pluie, c'est la même chose au niveau. Ça génère des disparités. Alors, dans l'océan, donc on voit, il y a des particules d'air qui arrivent, qui sont emportées par les alizés, par le vent, provenant des anticyclones. Alors, on a des particules d'air qui passent par le nord de la Réunion, d'autres par le sud. Et d'autres particules qui vont monter parce que ces particules sont obligées de monter par le relief. Elles ne vont pas rentrer dans la montagne de la Réunion. Donc elles vont monter. Ces particules sont chargées d'humidité. Quand on monte en altitude, la température baisse. Donc il va y avoir un phénomène de condensation, c'est-à-dire formation de gouttelettes de pluie. Et les gouttelettes de pluie, si on prend l'ensemble des gouttelettes de pluie, ça va nous donner des nuages. Les nuages, généralement, dans nos régions, sont formés de gouttelettes de pluie. Et ces gouttelettes de pluie vont se mettre ensemble. On n'aime pas rester tout seul, on se met en groupe. Mais après, le hic, c'est qu'on s'alourdit. Et quand on est trop lourd, on tombe. Et quand ces gouttes de pluie tombent, c'est la pluie. Ensuite, ma particule qui a perdu un peu d'humidité, en donnant des gouttelettes de pluie de mon nuage, monte, arrive au piton des neiges, et ensuite va être obligé de descendre. Et en descendant, ça va se réchauffer. Mais je ne peux pas donner de pluie, parce que j'ai plus d'humidité. Donc il va faire beaucoup plus sec. Et dans l'ouest, qu'il pleuve, ce n'est pas pendant l'hiver. Ça va être pendant l'été austral. Quand on aura des phénomènes, des cyclones, d'où l'importance des cyclones. Il ne faut pas qu'ils passent tout proche de la Réunion, mais qu'il faut qu'ils passent suffisamment loin pour ne pas avoir des problèmes liés au vent, mais qu'ils nous apportent de la pluie. Vous dites que les cyclones sont importants aussi, c'est ça? Qu'ils ont leur rôle finalement Oui, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Après, on reparlera de ces problèmes de pluie.
Alors on peut finir sur la pluie peut-être juste pour poser la question toute simple aussi. On a comparé l'Est et l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'on a souvent de la pluie l'après-midi plutôt que le matin? Le matin il fait beau, l'après-midi il pleut, et puis on retrouve un ciel clair le soir. C'est un schéma qu'on connaît bien à La Réunion qui est très fréquent. Pourquoi tout simplement? D'une part parce que vous êtes observatrice, parce que vous êtes prévisionniste également. Non, parce qu'il y a deux phénomènes parmi la pluie. Soit ce sont des nuages qui arrivent sur la Réunion, par exemple des nuages emportés par les alizés, comme ce matin. Donc on appelle ça de l'advection. On peut oublier ce terme. C'est de l'advection. Un terme compliqué en effet. Et ensuite, on a un autre phénomène, donc des nuages qui se forment sur la Réunion, qui se forment sur le relief. Et donc, tout ça, c'est lié au soleil. Donc, le matin, il fait froid. Le soleil, ensuite, va réchauffer le sol, toujours le même phénomène, qui va réchauffer nos particules d'air, l'air chaud. Alors, c'est un phénomène qu'on doit bien connaître. C'est, en météorologie, il faut connaître que l'air chaud monte, l'air froid descend. Donc, les particules réchauffées par le sol vont monter. À un certain moment, ça va condenser, former de petites gouttelettes de pluie, des nuages. Et lorsque les gouttelettes de pluie sont trop lourdes, elles tombent. Donc, le premier nuage se forme plutôt vers 8-9 heures. Et là, les gens de la petite France connaissent très bien. Dès 10 heures, le ciel est totalement couvert, généralement. Et c'est là où il fait le plus chaud à la petite France, vers 10 heures. Donc ça, c'est un phénomène-là qu'on va connaître tout au long de l'année. Donc, à partir de 9 heures, formation de nuages sur les hauts. Et ensuite, ces nuages vont glisser tout doucement vers le littoral et donner quelques petites pluies. En été, l'air est beaucoup plus instable. Il y a beaucoup de mouvements turbulents, etc. Donc là, les nuages sont beaucoup plus importants. Ils vont beaucoup plus haut dans l'altitude. Ils vont parfois jusqu'à 8 000, 10 000 mètres d'altitude. Donc là, les gouttelettes sont beaucoup plus grosses et il va y avoir peut-être des orages avec des fortes pluies. Donc deux phénomènes à retenir. Les pluies à La Réunion viennent des nuages qui arrivent. Donc généralement l'est, c'est vers le matin. Et dans le milieu de la matinée et en fin de matinée, des averses sur les hauts. Et généralement, ces nuages, quand on a un vent qui vient de secteur est, les nuages, les averses se produisent plutôt sur la région ouest, donc à l'opposé des nuages qui arrivent. Ce ne sont pas les mêmes phénomènes, les mêmes nuages qui arrivent. Alors effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la pluie et même les orages, c'est quelque chose aussi qu'on connaît beaucoup pendant l'été. L'été qui accueille également la saison cyclonique. Vous avez dit qu'on allait revenir sur les cyclones. Vous avez raison, on va en parler puisque c'est évidemment une composante essentielle de la météo réunionnaise. Cette année, on a été plutôt épargné, on a l'impression, par les cyclones. Alors je reviens à la question qu'on était tout à l'heure. Ah, on revient. De l'importance des oui, cyclones. Le rôle des cyclones, tout à fait. Bon, la Terre fonctionne parce qu'il y a le Soleil qui va le réchauffer. Et le Soleil va réchauffer de préférence les régions équatoriales et tropicales. Donc, et beaucoup moins aux régions des pôles. Donc, et le bilan de chaleur du globe, de la Terre, est nul. C'est parce qu'il y a des mouvements qui s'établissent. Donc on a au niveau de l'équateur notre air chaud qui va monter jusqu'à un certain niveau, vers 12 000, 15 000 mètres d'altitude. Et ensuite, cette air va partir vers le 40e sud ou vers les pôles. On va dire plus facilement vers les pôles. Donc on a des mouvements comme ça aériens, d'échange de chaleur, puis on a de l'air froid venant des pôles qui va vers l'équateur. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on a de l'énergie, le trop-plein d'énergie qu'on a au niveau des régions tropicales et équatoriales. Cette énergie est transférée par les courants marins. Donc, on connaît bien, certains connaissent, du moins certaines personnes, le Gulf Stream. Ça c'est vers les États-Unis, vers les Caraïbes. Et dans notre région, c'est le courant des aiguilles dans le canal du Mozambique qui transfère de l'énergie, le trop-plein d'énergie des régions équatoriales vers le sud. Mais quand on fait le bilan, on constate il reste encore d'énergie à transférer. Et ce transfert d'énergie se fait par les cyclones tropicaux et les tempêtes d'origine tempérée. Donc il y a un rôle important de ces cyclones pour le bilan énergétique de la Terre. S'il n'y en avait pas, je ne sais plus. Il fallait trouver un système pour qu'on transfère cette énergie. Alors, ces cyclones, à La Réunion, on va dire, dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien, on s'en forme en moyenne 10 par an. Et la saison cyclonique va du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc, actuellement, nous sommes dans la saison cyclonique
2020-2021. Alors, les cyclones, maintenant, on le sait, ont un rôle important. On en a eu peu cette année. Quel regard on porte sur cette saison cyclonique qui s'est achevée il y a quelques mois? On a été plutôt épargnés. L'année précédente, peut-être aussi. Comment on explique le fait qu'on ait eu peut-être moins de cyclones que d'autres années? Non, la saison cyclonique 2019-2020, au niveau du nombre de phénomènes, est conforme à la moyenne. Par contre, il y a eu peu d'impact à La Réunion. Il y a eu 2 phénomènes qui sont passés au mois de décembre, si on se rappelle un peu plus. On était en préalerte encore le 31 décembre 2019, puis on a eu une alerte orange cyclonique au mois de janvier de cette année pour le phénomène Diane, qui a donné des pluies plutôt sur le sud de La Réunion. La Réunion n'a pas été fortement impactée par ce phénomène. Et les gens vont dire qu'il n'y a pas eu de saison cyclonique. Mais il y a eu une saison normale au niveau du nombre. C'est juste que finalement, ils étaient loin de la Réunion, c'est ça, si on comprend bien? Ils étaient loin de la Réunion. Mais si l'on regarde la saison cyclonique 2017-2018, les gens disent qu'il y a une saison très active, parce qu'on a eu plusieurs phénomènes qui ont impacté la Réunion. Alors, je fais un petit peu de l'histoire, c'est Berlita. Oui, on se souvient de Berlita, en effet, oui. Il y avait des très fortes pluies dans le sud, et surtout Fakir, phénomène Tout à fait. qui est arrivé au mois d'avril. Donc, qui est passé très rapidement et qui a donné des rafales proches de 200 km/h sur la région de Piton-Sainte-Rose. Qui est arrivé d'un coup aussi, Fakir, on a l'impression que ça a été très, très subi, la façon dont il est arrivé. Il est arrivé très rapidement, et puis son impact sur la Réunion a été relativement bref, mais quand même, mais intense, malgré tout. Et peut-être revenir sur Belda également par rapport à Mayotte, qui a été, on s'en souvient, en alerte rouge. Mayotte qui connaît peu de cyclones habituellement, mais qui peut être extrêmement menacée. Alors là, Belda a plutôt épargné aussi l'île au parfum. Si jamais un cyclone arrive directement sur Mayotte, quels sont les risques pour cette île qui n'est peut-être pas aussi bien préparée que la nôtre? Effectivement, le phénomène Belna, c'est un cyclone de petit diamètre qui est passé pas trop loin de Mayotte, mais l'impact a été relativement faible. Mayotte n'a pas une culture, du moins la population mahoraise n'a pas une culture du risque aussi développée qu'à La Réunion. Il y a peu de phénomènes qui touchent, mais il faut se préparer. Parce qu'un cyclone comme Fakir sur Mayotte, les dégâts ont été très importants. Parce que la population vit dans des conditions assez difficiles, des maisons dont les toits sont très délicats, des personnes qui vivent également dans les montagnes. Donc l'impact d'un phénomène dépend également de la vulnérabilité du territoire. Et là, en l'occurrence, Mayotte est plus vulnérable que la Réunion, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est bien ça. Beaucoup plus vulnérable que la Réunion. Mais à la Réunion, il faut bien se dire également que nous n'avons pas connu de phénomène important cyclonique depuis 2002 à peu près. D'accord. Donc il faut cette culture, il faut se l'approprier en permanence. C'est le travail de vous, les médias, c'est le travail de Météo France et également de la préfecture d'informer la population, de se préparer également. Et cette préparation, elle est liée déjà quand on va construire une maison. Ça va être quand on va délimiter une zone de construction. Donc là, c'est un travail beaucoup plus de la DEAL, de la préfecture, pour ne pas construire dans des zones à risque. Alors quand on a un terrain dans une zone à risque, on veut construire une maison, on a envie de le faire. Mais ensuite, on peut avoir de gros problèmes donc au niveau des pluies et au niveau des submersions également. Alors Météo France indiquait il y a quelques mois, il me semble, durant la saison 2019-2020, que les changements climatiques pouvaient avoir un impact sur l'intensité des cyclones. Qu'en est-il, Monsieur Écormier? Est-ce qu'effectivement on peut s'attendre à des cyclones de plus en plus intenses ou en tout cas différents à cause du changement de climat? Donc avec le changement climatique, toutes les simulations qui sont faites indiquent qu'on va avoir toujours le même nombre de phénomènes sur le globe. Alors là, je ne parle pas uniquement de notre bassin, de notre zone, mais au niveau global. Mais par contre, des phénomènes plus intenses. Les simulations qui ont été faites indiquent, et il y a déjà des observations depuis 40 ans, que les cyclones intenses impactent les zones de plus en plus au sud et pourront impacter de plus en plus les régions des masses carrées.
Donc ça, ce risque-là, il est présent. Alors un cyclone intense, c'est-à-dire qu'on peut avoir, c'est un peu comme Dina, pour ceux qui ont connu Dina, c'est à peu près c'est un cyclone intense. Alors on rappelle, oui, peut-être Dina. Dina, qu'on a eu des rafales de vent qui ont dépassé les 277 km/h. Pourquoi cette valeur? C'est parce que l'anémomètre qui se trouvait au Piton Maillot a été détruit avec la dernière rafale de 277 km/h. Donc on peut avoir des rafales proches de 300 km/h. Après, tout va dépendre de la distance de passage par rapport à l'île. Donc la zone des vents les plus forts, qu'on appelle le mur, s'il passe à proximité de l'île, c'est là qu'on va avoir des vents les plus forts. Mais un cyclone, ce n'est pas uniquement du vent, c'est aussi des pluies, des très fortes pluies. C'est la raison pour laquelle que le nouveau plan Orsec cyclone intègre les pluies et le vent. C'est un challenge également pour Météo France de faire des prévisions de pluie jusqu'à 24 voire 48 heures. Et on a les outils maintenant pour pouvoir le faire et on a besoin également d'anticiper l'arrivée de ces phénomènes pour se préparer. Ces cyclones intenses, donc on en parle de Dina, mais on peut avoir des phénomènes du style qu'on a eu dans les Caraïbes, qui sont passés au niveau de Saint-Barth, Saint-Martin. On a des cyclones de ce type, de cette puissance, dans l'océan Indien. Je ne citerai qu'un seul qui était Fontala, qui est passé sur, on va dire, des îlots appartenant aux Seychelles. Et il a eu beaucoup de dégâts, bien qu'il y ait très peu de personnes qui y habitaient. Et là, par exemple, les cocotiers, il n'y avait quasiment plus. Donc à La Réunion, avec le relief, on peut avoir une accentuation de ces vents. Donc des rafales qui pourront dépasser les 300 km/h. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais il faut quand même avoir à l'idée qu'on a des phénomènes de ce genre qui circulent dans notre zone et qui pourraient impacter La Réunion. Mais généralement, La Réunion est impactée surtout par les pluies. Des pluies, La Réunion détient plusieurs records mondiaux de précipitations liés au relief, mais liés également au passage de ces phénomènes. Dans quelle zone, par exemple, de La Réunion? Généralement, tous ces records, c'est plutôt la région du volcan, donc vers 2200 mètres. Donc la région de Fok-Fok plus précisément. Mais il pleut d'une manière très forte dans ces régions, mais également sur les régions littorales. Alors quand on conjugue, donc il pleut beaucoup dans les hauts, donc cette eau va descendre via les rivières vers les régions littorales, et si on a une houle qui arrive dans le sens contraire, on peut avoir comme ça des submersions de ces zones. Exemple, en 1980, cyclone Hyacinthe, le canal du Patata-Durand, on était obligé de dynamiter une partie des murs pour faire évacuer l'eau. Donc ce sont des phénomènes. Alors il y a d'autres exemples sur Sainte-Suzanne. Il y a une zone, il y a un édifice public qui se trouve sujet à des submersions. Donc à terme, on aimerait bien mettre en place à La Réunion, bien sûr, c'est la préfecture de La Réunion qui détient cette décision, qui est des vigilances vagues submersion. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner uniquement la houle au large, mais on va donner également l'impact au niveau de la côte. Donc avec une graduation, comme en métropole, de vert, jaune, orange, rouge. Et ça permettrait donc de prendre en compte tous les impacts et la vulnérabilité de certaines zones. Alors ce travail il est fait en collaboration avec des organismes comme la préfecture, la DEAL, le BRGM, mais également les communes de La Réunion et les intercommunalités. Donc on fait actuellement une expérimentation avec la commune de Saint-Louis sur la zone de Bel Air pour voir l'utilisation et puis est-ce que Météo France arrive à bien prévoir ces impacts à la côte. Donc quotidiennement on envoie un bulletin à la commune de Saint-Louis et ensuite en cas de vigilance rouge pour cette zone, la commune va prendre certaines décisions. Par exemple, d'interdire la circulation sur les voies côté mer. Ça peut être ouvrir un centre d'hébergement. Donc ça, ce sont des actions propres à la commune, mais on participe à cela. Météo France ne peut pas dire que je fais des bulletins de prévision pour faire des bulletins de prévision. On fait des bulletins de prévision parce qu'il y a une demande, il y a des besoins de la population. Et si on ne répond pas, les gens vont se détourner de Météo France et ils n'auront pas l'information adéquate. Donc on va de plus en plus, ça ne se fera pas en quelques années, ça prendra du temps, mais on va sur une prévision des impacts.
On parlait des changements climatiques vis-à-vis des cyclones, mais qu'est-ce qui peut changer à La Réunion? Alors, pas l'année prochaine, hein, c'est des changements qui vont prendre du temps, mais les changements climatiques dont on parle énormément, le réchauffement climatique sur la planète, quel impact il peut avoir à La Réunion en dehors des cyclones? Est-ce que c'est essentiellement sur les cyclones qu'on peut voir un changement, ou est-ce que c'est également au niveau, du niveau de l'océan, au niveau du climat même de La Réunion? Alors, on va parler d'une chose qu'on constate. Donc, même si on ne croit pas aux prévisions saisonnières et prévisions au niveau du changement climatique, mais on peut ne pas être sensible au fait que depuis 40 ans, la température de l'air de la Réunion augmente. Bien sûr, l'augmentation n'est pas importante, mais elle augmente. Alors cette augmentation ne sera pas comme dans cette région continentale, parce que la Réunion est entourée d'océans, les températures à la Réunion sont beaucoup dépendantes de la température de surface de l'océan. Pendant 3 ans, on a eu une zone de température de la mer supérieure à la moyenne, il a fait plus chaud. Donc voilà l'importance de cela, donc des températures qui augmentent. Et les simulations, maintenant je parle de simulations, indiquent qu'on aura sur la région sud-ouest de la Réunion une zone où il tombera moins d'eau, avec des alizés moins forts. Mais là, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je laisse là à tous les internautes d'avoir sa propre opinion, mais on ne peut pas dénier que la température de l'air de la Réunion a tendance à augmenter. Merci. Peut-être passer aux questions des internautes ou des questions que vous, Antoine, aussi, vous aimeriez poser à Jacques Cormier. On vous écoute. Alors simplement d'abord rappeler aux internautes qui peuvent bien évidemment poser toutes leurs questions sur Facebook en commentaire. Et une petite question, j'allais dire, personnelle. Vous êtes chef prévisionniste de Météo France ici, à La Réunion. Est-ce que les particularités de ce territoire font que votre métier est plus intéressant ici qu'il aurait pu être ailleurs ou qu'il a été avant de venir ici à La Réunion? Intéressant, oui, mais il faut qu'on puisse répondre aux attentes des usagers, de la population. On ne peut pas faire de la prévision, parce que c'est bien joli, j'aime bien regarder comment ça fonctionne, etc. Mais là-dessus, Météo France reçoit de l'argent, une subvention de l'État, aux alentours de 50-55% de son budget, pour tout ce qui est sécurité des personnes et des biens. Donc on doit déjà répondre à cela. Et ensuite, on a l'autre partie du budget, revient de la partie aéronautique, des redevances aéronautiques et des contrats commerciaux. Donc il faut absolument que nous, on puisse bien répondre à cela. Maintenant, où j'étais, avant d'être à La Réunion, j'étais je ne vais pas dérouler toute ma carrière, mais avant de venir à La Réunion, j'étais en Charente. J'étais responsable du centre départemental de la Charente, dont le chef-lieu c'est Cognac. Et on m'a demandé de venir à La Réunion pour non pas faire de la prévision, mais pour m'intéresser, pour faire de l'encadrement des ressources humaines, de la gestion financière, de la logistique. C'est qu'ensuite, au bout de 4 ans, on m'a demandé, ce serait bien que vous soyez responsable du service de prévision. C'est ainsi que je suis devenu. Donc moi, ce qui est intéressant à La Réunion, c'est bien sûr le challenge. Challenge parce que, et puis il faut accepter de se tromper. Une prévision météorologique n'est jamais juste. Il y a toujours de l'incertitude. Alors il y a des critiques très fortes, lorsqu'on s'est trompé. Et là aussi, il faut faire de la pédagogie, expliquer pourquoi on s'est trompé. Ce travail, alors vraisemblablement, au cours des prochaines années, on va vers une prévision qu'on appelle probabiliste. C'est-à-dire qu'on va donner les différentes probabilités d'avoir telle température, d'avoir tel phénomène. Et là, ça va demander un gros travail au niveau de la population pour expliquer et qu'ils puissent bien comprendre et saisir toutes les subtilités de cette prévision. Alors le travail est très intéressant parce que c'est très, très varié. On s'occupe de la houle, on va s'occuper des cyclones, de la neige, de la grêle, et puis une très forte disparité liée à la géographie de l'île. Et puis le rôle, c'est pas uniquement sur la Réunion, c'est également de la prévision sur Mayotte, de la prévision sur des zones marines. Alors on a un bulletin qui s'appelle Grand Large, qui va quasiment de l'Australie jusqu'aux côtes africaines et de l'équateur jusqu'à 40 Sud, donc bien au sud de Madagascar.
Et ce bulletin est important pour les navires qui circulent dans cette zone. On fait également des bulletins de prévision pour Kerguelen, qui sont les terres australes antarctiques françaises, Kerguelen, Crozet, Amsterdam, et également les îles Éparses. Donc là, les îles Éparses, c'est uniquement quand on prévoit des vents très forts, de l'ordre de 5 km. Donc c'est un travail qui est quotidien, et ce travail est fait non pas uniquement par Jacques Cormier, ce travail est fait par les prévisionnistes. Il y a une équipe qui travaille, et là, par ce biais, je les remercie quand même de la qualité du travail. Et chaque jour, nous avons au Chaudron, où se trouve le siège de Météo France, 3 prévisionnistes qui travaillent en cette saison, 4 lorsqu'on sera en haute saison à partir du 1er septembre, et un prévisionniste à Mayotte. Et la prévision se fait H24, c'est-à-dire qu'il y a des équipes tournantes sur un seul poste la nuit. Il y a beaucoup plus d'activités en journée que la nuit. Alors, on parle des cyclones, mais on fait aussi on va dire, de l'assistance pour l'hydrologie via la cellule de veille hydrologique, avec une discussion par jour qu'on appelle un briefing, avec la cellule de veille hydrologique. Et à partir du mois de septembre, ce sera également une assistance pour les feux de forêt vis-à-vis des organismes, je cite les plus importants, qui est la préfecture de la Réunion et le SDIS. Donc ce sont des briefings qui permettent au SDIS de mettre en place des moyens de lutte. On ne va pas attendre qu'il y ait un incendie important pour se préoccuper de la situation. Donc il y a une période de préparation, et ensuite les briefings vont permettre de disposer des moyens au SDIS, de positionner ces moyens là où le risque est le plus important. Tout ça pour éviter d'avoir les grands incendies. Bien sûr, quand on regarde la surface, c'est peu si on compare à l'Afrique du Sud ou aux États-Unis, mais des gros incendies sur la région du Maïdo. C'est intéressant de découvrir les coulisses de Météo France, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des bulletins, mais finalement on ne connaît pas toujours comment ça se passe à l'intérieur de vos murs. Merci du coup pour ces explications. Est-ce qu'on a une autre question peut-être, Antoine? Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique qui est indéniable sur les 40 dernières années. Vous avez dit ici à La Réunion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, faire un peu de pédagogie, en quoi le réchauffement climatique peut être dangereux? Et vous, personnellement, est-ce que vous trouvez néfaste que certains dirigeants politiques, par exemple, nient ce réchauffement climatique? Alors, la Terre a connu plusieurs épisodes de réchauffement ou même de refroidissement. C'est dans le cycle, on va dire, un peu naturel. Mais ce qui est différent, c'est que c'est l'activité humaine qui a généré un accroissement de la température globale de la Terre. Alors quand on parle de réchauffement climatique, j'aime pas trop ce terme, on l'utilise beaucoup, mais il faut se dire que dans certaines zones du globe, de la Terre, il fera plus froid qu'actuellement. Ah oui? Dans quelle zone du coup? Parce que c'est vrai qu'on parle énormément de la température qui se réchauffe, mais quand vous dites qu'il fera plus froid, vous pensez à quelle région du monde particulièrement? Alors on va prendre le Gulf Stream. Donc c'est un courant qui transporte de l'eau chaude, de la chaleur des régions équatoriales vers le Groenland. Ensuite, cette eau va descendre au fond de l'océan. Donc nous on s'arrête uniquement en surface. Et l'impact qu'a ce Gulf Stream, ça va réchauffer les zones qui sont touchées par ces eaux. Exemple, la région de Bordeaux. Donc il y a des zones comme ça qui sont relativement plus chaudes. Et si on coupe il n'y a plus de Gulf Stream, donc il va faire plus froid. Donc il y a des régions, entre autres, donc c'est lié au Gulf Stream, qui va faire plus froid, et on aura peut-être des températures proches de New York. Mais on a des zones qui sont beaucoup plus chaudes, surtout au niveau des continents. Les continents parce qu'il n'y a pas ce rôle de l'océan. Donc, je pense qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas d'accord avec ces prévisions. C'est pour ça que j'ai bien parlé qu'au niveau, ce qu'on a constaté, on constate une augmentation. Et ensuite, la simulation, elle est faite selon certaines activités industrielles. Alors, il ne faut pas être trop pessimiste. Même, je veux dire, pour les personnes qui ne croient pas du tout au changement climatique, à ces températures qui augmentent au niveau du globe, je leur demanderais juste
qu'au niveau de la pollution, qu'il y ait moins de pollution. Hein, le sac plastique, quand on va se déplacer. Donc déjà, si on diminuait, il y ait moins de pollution, il y aurait eu aussi après un impact positif au niveau de cette hausse de température. Parce que cette hausse de température est liée à l'activité humaine. Est-ce qu'il y a des débats entre prévisionnistes? Est-ce que parfois c'est un petit peu compliqué de tous s'entendre sur justement les changements du climat? Alors je parlerai déjà au niveau opérationnel, pour la prévision de tous les jours. Donc on a actuellement 3 prévisionnistes au Chaudron, un prévisionniste à Mayotte, et il faut que tout le monde, on ait une cohérence de la prévision. Et ça se fait par nous on appelle ça un briefing, tous les matins, où c'est animé par un prévisionniste qui va dire aujourd'hui, le front froid va passer, demain il y aura du vent d'est, pour que tout le monde, que tous les prévisionnistes vont faire analyser la situation et faire sa propre prévision. Donc s'ils se trompent, c'est toute l'équipe de prévision qui va se tromper. Mais on doit avoir une cohérence de la prévision là-dessus. Alors des discussions maintenant au niveau des changements climatiques, oui, et heureusement, hein, il faut discuter. Et je pense que la discussion, c'est ça qui enrichit. Il y a des choses qu'on n'y pense pas. On dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et c'est comme ça. Donc en permanence, on est en train de discuter. Alors quelqu'un qui n'aime pas, qui veut avoir des choses très sûres, des choses qui n'évoluent pas, il ne faut pas faire de la prévision. Parce qu'en permanence, on évolue les outils, les modèles. Et puis, c'est important, cet échange. Après, il y a la recherche. Si on veut toujours évoluer, il faut qu'il y ait le flux. Quand on évolue dans la recherche, quand on trouve des choses, il faut que ça passe dans le domaine opérationnel. Généralement, il faut à peu près 5 à 6 ans pour qu'on passe de la recherche vers l'opérationnel. Mais cette partie recherche, et également on va ajouter une partie développement, études et développement. Le travail par exemple sur, on va parler tout à l'heure des vagues de submersion, de la vigilance de vagues de submersion, il y a un travail qui est fait au niveau des études. Il faut aller sur le terrain, il faut recueillir les informations en discutant avec la population, c'est ce qu'on a fait à Saint-Louis, en discutant avec le DRCM, l'ADEAL, tous les organismes, les communes, pour qu'ensuite on ait, grâce à ce travail collaboratif, d'avoir des produits qui répondent bien aux besoins des collectivités et de l'État. Donc, moi, ce travail-là, ça m'intéresse. On ne peut pas dire on fait de la météo pour faire de la météo. Merci. On passe à la question suivante, peut-être, Antoine. Alors, on a une question d'Henri Rivière qui vous demande ce que vous pensez des nouvelles technologies, notamment de Windy. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est exactement. Plus généralement, de l'appui des technologies qui, en quelque sorte, remplacent un peu votre métier, qui prennent votre place. Alors, quand on parle de Windy, etc., ce sont uniquement des outils qui utilisent les modèles de prévision numérique du temps, développés par Météo France, développés par les Américains, développés par les Européens, et qui ensuite, on va dire, les visualisent d'une manière, on va dire, qu'apprécie la population. Mais ce sont les mêmes outils, enfin pas les mêmes outils, mais ce sont les mêmes données qu'on utilise. Donc, et chacun, ces modèles de prévision numérique du temps évoluent, mais ne sont pas parfaits. Quand on compare les différents modèles qu'on peut voir par exemple de Windy, on voit des différences. Et ce travail-là, ce travail d'expertise est fait par le météorologiste. Donc, on peut faire de la prévision totalement automatique à partir de ces modèles, le modèle européen, le modèle américain, via l'outil qu'on a indiqué tout à l'heure. Et ça permet. Moi, je suis très favorable. Je suis très favorable à une démocratisation des outils de la prévision numérique du temps et de la prévision. Ça permet à chacun sa propre prévision. Donc. Ça ne vous dérange pas qu'il y ait d'autres outils qui complètent Météo France? Pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, j'étais déjà passionné de la météorologie et on n'avait pas tellement ces outils d'Internet qui nous permettaient de faire le travail qu'on a actuellement. C'est très enrichissant d'avoir cette possibilité, d'avoir avec Internet, avec ces nouveaux outils, d'avoir à tous un accès à cette information météorologique. Et ça nous permet en plus que les gens comprennent bien
les limites de la prévision numérique, ça permet également de comprendre les difficultés de la prévision. Non, moi je suis très favorable à ça. Et le métier de météorologiste va évoluer, parce que les modèles de prévision numérique vont être de plus en plus performants. On a un gain quand même assez important au cours des 10 dernières années. Alors, il y a 20 ans, dans les modèles de prévision numérique du temps, ne pouvaient pas simuler un cyclone. Maintenant, certains modèles de prévision numérique du temps permettent de voir ce qui se passe dans l'œil du cyclone. Donc ça, c'est époustouflant. Moi, je suis pas contre le fait de démocratiser, hein, tout au contraire. Ça permet d'avancer finalement plus vite. Non. Et puis, la démarche qui est demandée aux prévisionnistes, à tous les prévisionnistes, c'est de toujours se remettre en question. Rien n'est sûr. Alors, c'est déstabilisant quand même, parce que nous, on se recherche tout le monde un certain état d'équilibre. Mais cet état d'équilibre n'existe pas. Il faut toujours être prêt à s'adapter aux évolutions. Et le métier de météorologiste, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions, Antoine? Une nouvelle question, vous parliez tout à l'heure des erreurs et que finalement, en tant que prévisionniste, il y a une certaine dose d'humilité à avoir parce qu'on se trompe de temps en temps. Comment justement on explique ces erreurs? Quels sont les facteurs qui rendent aléatoires les prévisions météo? Alors, il faut comprendre comment fonctionne un modèle de prévision numérique du temps. Alors, il y a encore 40 ans, la prévision elle était plutôt subjective. Elle dépendait de l'expérience du prévisionniste. Et ensuite, on a mis en place, parce qu'on a les outils maintenant, une prévision qu'on appelle objective, liée à la prévision numérique du temps. Alors, je vais faire un bond au début du XXe siècle, ou même beaucoup plus en arrière. On va partir de l'Antiquité. Ah oui. Donc les premières mesures, par exemple de pluie, de température, sont les Chinois qui ont développé. Ensuite, les Grecs ont développé, par exemple Aristote, il a fait un livre important qui explique les phénomènes, comment ça se forme, et a commencé à émettre certaines prévisions. Est arrivé le Moyen-Âge, où là, toute l'information était plutôt contenue, non plus par les philosophes, mais beaucoup plus au niveau des églises, du clergé. Et cette période était plutôt noire. Et quand on expliquait des phénomènes, on disait que si on veut qu'il pleuve, on priait Dieu. Mais parfois, ça ne marchait pas. Et on disait que c'est la faute au diable. Et donc, à partir du XVIIe siècle, qu'on a commencé à voir certaines personnes qui ont créé certains outils pour mesurer la température, pour mesurer la pression. Et le siècle suivant, on a commencé à voir, on a développé, certains savants, certaines lois. On va dire la loi du gaz parfait. Je parle tout de suite, c'est quoi les gaz parfaits? C'est-à-dire que l'atmosphère est composée d'air, d'eau et de particules en suspension qu'on appelle les aérosols. Donc si on veut prévoir l'évolution de l'atmosphère, il faut pouvoir décrire l'évolution des gaz. Et cette loi des gaz parfaits dit qu'il faut connaître le volume, la température et la pression. C'est pour ça qu'on mesure la température à la pression atmosphérique. Donc on a développé ces lois et puis vers 1908 je crois, il y a je ne donnerai pas son nom parce que c'est un nordique de l'Europe du Nord qui a décrit, c'est très compliqué à prononcer, qui a commencé à dire voilà comment on fait une prévision. Il faut mesurer, il faut utiliser ces lois et ensuite les mettre en pratique. Et là, vers 1918, je crois, il y a un autre utopiste qui a dit bon, je connais comment se fait la démarche pour prévoir le temps, j'ai des observations, j'ai mes équations, parce qu'il a développé toute une sorte d'équation. Il dit bon, comment faire pour calculer? Donc il a imaginé une usine avec 64 000 calculateurs humains pour faire de la prévision. Bon, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas eu les moyens. Mais on a utilisé cette technique quand on a eu des calculateurs puissants. C'était dans la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, cet ordinateur n'était pas aussi puissant que nos calculettes ou même nos smartphones. Donc, et on a commencé à faire les premières prévisions à ce moment-là. Les moyens de calcul se sont développés et on a eu
la possibilité de faire cette prévision. Donc la prévision numérique, elle est venue de tout cela, donc depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, où là c'est plutôt notre puissance de calcul qui est importante. On arrive, alors l'idéal c'est de déterminer en tout point de l'atmosphère, par exemple la température, la pression de l'air. On ne peut pas, on n'a pas les moyens suffisamment puissants. Donc on découpe l'atmosphère sous forme de cubes, qui fait à peu près 10 km de côté. Et on empile ces cubes comme cela pour décrire toute l'atmosphère. Merci. On arrive bientôt au terme de l'émission. Peut-être une dernière question, Antoine? Une dernière question. Vous avez aussi parlé il y a quelques minutes des mesures prises par les autorités et par Météo France pour prévenir la population et la protéger en cas de cyclone, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ces mesures sont suffisantes ou on peut encore aller plus loin pour protéger les Réunionnais? Je continue la question précédente parce qu'on n'a pas parlé des pourquoi il y a des différences au niveau de la prévision. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un problème d'observation. On ne peut pas avoir des mesures. Alors, ces données d'observation viennent des satellites, viennent des navires, des avions. Par exemple, avec la crise du Covid-19, il y a eu moins de circulation aérienne, donc il y a eu moins de données dans nos modèles de prévision numérique du temps. Et si on modifie légèrement, par exemple, la température vers le Groenland, ça a un impact sur la qualité de la prévision. Donc on va faire généralement une cinquantaine de simulations avec des petites modifications. Et on constate qu'on a des prévisions totalement différentes. Alors, on va prendre le cyclone. Généralement, on a 50 simulations et on a des trajectoires un peu différentes. Donc on va donner, on va dire que la trajectoire sera contenue entre les deux extrêmes de ces trajectoires. C'est pour ça qu'on a sur notre site internet des codes d'incertitude. On dit que 75% des trajectoires possibles sont contenues dans ce code. Donc il y a toujours de l'incertitude et on essaie de les quantifier. Donc là on a un exemple, mais on le fait par exemple quand on va indiquer le risque de cyclogénèse. On va dire que le risque est faible, la probabilité est faible. Maintenant, concernant la dernière question, il faut toujours faire plus. Mais il faut faire plus. Déjà, il faut que la communication soit bonne et corresponde bien à la population. L'évolution qu'on souhaite, nous, déjà, c'est au niveau de la vigilance vaccination, qu'on aimerait bien que ça se mette en place. Ça se fera, il faut du temps. Et ensuite, la partie également au niveau des impacts. Les impacts, c'est-à-dire qu'on regarde le flux, il est tombé 100 mm. Oui, il est tombé 100 mm. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître, est-ce que ça va avoir des inondations sur cette zone? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça va submerger les plages? Donc il y a ce phénomène d'impact. Ensuite, il y a aussi le phénomène que à La Réunion, pendant fort longtemps, on s'est basé uniquement pour les niveaux des alertes cycloniques sur les rafales de vent. Rafales de vent 150 km/h, on passait en alerte rouge. Mais on a constaté que à La Réunion, un cyclone, ce n'est pas uniquement du vent, c'est aussi de la pluie. Alors pendant fort longtemps, on n'a pas fait de prévisions de pluie parce qu'on n'avait pas les outils suffisamment de bonne qualité. Maintenant qu'on a les outils de bonne qualité, on a intégré, grâce à la préfecture, dans le plan hors sec, un tableau décisionnel pour passer en alerte qui tient compte du vent, bien sûr, des rafales, mais également des précipitations. Alors, ça aussi, ça va poser un problème parce que l'alerte rouge, elle doit être, ou différentes alertes, et au niveau du département. Et s'il va beaucoup pleuvoir dans le sud, on sera en alerte rouge. Le nord, généralement, c'est lié à notre relief, parce que le vent vient du sud. Les nuages donnent de la pluie dans le sud, mais dans le nord, il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc on est dans une zone comme ça, dans le nord, où on s'en alerte rouge, on demande aux gens de ne pas sortir, alors que les conditions ne sont pas si mauvaises que ça. Mais nous, en Météo France actuellement, on n'a pas les capacités de faire ce type de prévision au niveau infradépartemental. On le fait au niveau déjà des vigilances. En France métropolitaine, des départements sont beaucoup plus grands que La Réunion. La vigilance, c'est au niveau du département. Donc nous, on a pris un petit peu d'avance là-dessus. Mais on aimerait bien faire évoluer, qu'on n'ait plus des zones de forte pluie statiques.
qu'on ait des zones, on va dire que là, c'est tous les hauts, par exemple, ou toutes les régions littorales. Donc ça, ce sont des évolutions qui vont venir, mais il faut consulter, ça c'est le travail de la préfecture, de consulter les collectivités, les mairies, les intercommunalités, pour mettre en place de nouveaux outils. Moi, il y a des choses, on a des idées. Il faut les appliquer maintenant. Il faut les appliquer et il ne faut pas se presser. D'accord. Je rebondis juste pour terminer, puisqu'on parle des nouveaux outils pour protéger nos territoires, de ce qui a été évoqué à Mayotte par rapport au volcan sous-marin. Il a été évoqué la possibilité d'installer d'ici 2021 un système d'alarme avec des sirènes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce type de système pour se protéger des effets naturels comme ça, des caprices naturels? Alors, il faut savoir que Météo France, c'est également un centre national d'alerte tsunami pour les terres françaises de l'océan Indien, en relayant les alertes venant des centres régionaux, qui sont l'Inde, l'Indonésie et l'Australie. Donc Météo France est chargé ensuite de donner la bonne information vers les préfectures de la Réunion, de Mayotte et des terres australes et antarctiques françaises, qui ensuite vont prendre des décisions, passer en alerte rouge, etc. Donc ça, c'est le rôle de Météo France. Et le plan Orsec Tsunami indique que les zones que surveille Météo France, c'est uniquement toute la partie de l'Asie du Sud-Est, vers l'Indonésie, également une zone vers le Pakistan. Mais ensuite, il peut y avoir des tsunamis qui sont générés dans des zones autres que celle-là. Là, ça ne fait plus partie de ce plan, donc c'est plus le rôle de Météo France. D'accord. Alors par exemple, on va prendre un cas on pense que c'est produit dans le passé, une partie du flanc est du volcan est partie en mer. Donc ça a généré un tsunami. Et à Mayotte, le problème se pose sur ce volcan qui pourrait, ou avec les séismes, qui pourrait générer des tsunamis. Donc là, ça ne rentre pas dans le cadre du plan Orsec Tsunami de la préfecture de Mayotte et de la Réunion. Et avec un tel système, qui se produit peut-être à 50 km de Mayotte, le système d'alerte actuel ne peut pas fonctionner. Parce que nous, le prévisionniste doit intervenir une demi-heure après le début du séisme. Donc là, c'est instantané. Donc le système, on va dire, minima, c'est le système de sirène. Merci beaucoup, Monsieur Écormier. On arrive au terme de cette émission. Est-ce qu'on peut juste peut-être dire la météo qu'il fera demain à La Réunion? Il fera mieux qu'aujourd'hui, surtout dans le sud. Dans le sud, les pluies vont cesser progressivement. Il y aura toujours du vent, vent du 80 km/h sur l'ouest et sur l'est. Les températures demain matin vont baisser. Par contre, phénomène qu'on n'a pas parlé, il fera plus chaud au volcan, au gîte de volcan Jacob, qu'à la plaine des Cafres. Par un autre phénomène qu'on appelle l'inversion. Mais on en reparlera pour une prochaine émission. Ce sera l'occasion. Donc un temps qui s'améliore avant la semaine prochaine. Mercredi, arrivée des nuages assez élevés. Donc on aura une journée plutôt grise. Et un nouveau front froid qui passera vraisemblablement vendredi avec à nouveau baisse de température. Merci beaucoup pour cette météo. Merci Monsieur Écormier. Merci à Antoine qui a relayé les questions des internautes. Merci de nous avoir suivis. On vous dit bonne journée. Du coup, on va terminer ce live ici. Et puis pour nos internautes, vous pouvez retrouver le replay sur notre page officielle Facebook et puis toutes les informations de cette interview que vous avez suivie en direct sur notre page internet www.imaspresse.com ou www.ipréunion.com. Encore merci Monsieur Écormier et on vous souhaite une très bonne journée.